financier a été obligé de partir de toute urgence à l'étranger. Je n'ai pas réussi à trouver sur un jour ou deux quelqu'un pour le remplacer, bien évidemment. Alors, nous allons donc inaugurer aujourd'hui le cycle sur la préhistoire. Ce qui personnellement m'intéresse et me fascine dans la question de la préhistoire, et je crois qu'aujourd'hui justement on va pouvoir particulièrement bien voir cela, c'est comment à partir de traces matérielles et souvent ténues, on réussit à déduire toute la manière de vivre d'une population, beaucoup d'aspects, et c'est encore plus étonnant quand il s'agit, comme ce sera le cas aujourd'hui, des aspects spirituels. Aujourd'hui, Marcel Hoth va nous parler justement de la vie spirituelle au Paléolithique. Il est professeur émérite de l'Université de Liège. Il est directeur du Centre interfacultaire de recherche archéologique, également du Centre de recherche sur les civilisations du Paléolithique européenne et du Musée archéologique de Liège. Il est également directeur de la revue Anthropologie. Il a fait de très nombreuses publications, et si je voulais vous les citer, je crois que je passerai à peu près toute la séance pour ce faire, mais ce que je vous dirais plutôt, c'est qu'il est... sa recherche, tout particulièrement, ses recherches, c'est toujours l'apport de la préhistoire humaine à la connaissance de la pensée actuelle. Alors je lui cède immédiatement la parole. Merci madame. Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que vous dites? Bon, bien fort, bien fort. Je recommence. Bonsoir tout le monde. Je commence. Vous vous réveillez. Vraiment une lumière, madame Saké, ou qui que ce soit. Ah, moi je y ai, d'accord. Sinon, on va pas bien Là où vous ne voit plus, bonjour. Ah, mais c'est pas moi. Comme ça. On va sauter les images. Voilà. Bien, je suis venu de la principauté ce soir pour vous entretenir, puisque vous avez des questions, n'hésitez pas à Je parle dans le micro. de la spiritualité chez l'homme. D'abord, il n'y a pas de précaution à prendre, hein. Vous savez tous que nous sommes spirituels avant tout. Nous partageons bien sûr avec la nature des caractéristiques anatomiques, dans le comportement, dans l'anatomie, mais la pensée est propre à l'homme. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de montrer. J'ai pris quelques exemples car nous travaillons à partir des restes matériels, comme vient de le dire Madame Saké, mais aussi à partir des restes jusque-là d'anthropologie sociale actuellement. C'est-à-dire que dans le comportement humain vivant aujourd'hui, il y a des constantes qu'on appelle structurelles, comme toujours, par exemple, le langage, qui est évidemment une activité spirituelle, la pensée, le chant, la danse. Il n'existe pas de civilisation, ici ou jadis, ici ou là-bas, qui ne possède pas ce facteur spirituel. Donc nous travaillons dans cette surface horizontale, si on peut dire, de la synchronie. Qu'est-ce qui est commun à toute civilisation humaine sur la Terre? Et dans cette approche structurelle, rentrer discrètement, on peut alors projeter dans le passé ce qui correspond à ce que l'on sait de l'homme aujourd'hui. Alors j'aime beaucoup cette petite image, c'est une danse d'incantation lors d'initiation, et qui montre la présence de la danse, puisque la danse fait participer le spectateur au rituel. Il est en partie du... Alors je vais essayer de retrouver dans tous ces boutons... Hop, hop, ben non, ça ne va pas. Si, Si ça marche. Ah, oui. Alors on voit que
le primate qui était à l'origine de l'homme est bipède, et là on a 3,2 millions à la Italie, en Tanzanie, on voit que cet animal sorti des forêts devient tout à coup bipède. Donc il marche sur ses deux pattes arrière, si on peut dire, et c'est ce qui le sauve, puisqu'il peut chasser, il peut construire des abris, il peut faire du feu, il peut tailler la pierre, puisque les mains, les membres antérieurs, comme on dit pour les animaux, donc les bras et les mains chez nous, sont libérés, puisqu'ils marchent sur deux pattes, et entretiennent avec le cerveau un dialogue. Donc le cerveau, lui, va concevoir les choses que les mains vont accomplir. Et il y a donc un dialogue entre la gestuelle et la pensée. Ce qui fait que sur le plan anatomique, nous avons eu tendance pendant plusieurs millions d'années, de l'ordre de 7 à 6 millions d'années, à nous redresser, mais en même temps, par voie de conséquence, à acquérir une boîte crânienne arrondie. Un peu comme un bilboquet. Vous voyez ce que c'est qu'un bilboquet? Ouais. On lance la balle, hop, elle retombe sur un piquet vertical. Eh bien, ce bilboquet a besoin d'une boule ronde pour tenir l'équilibre. C'est comme ça que notre crâne s'arrondit. La face recule, puisque les mains font l'essentiel du travail de préparation, de prédation. Allez-y. Non, ils arrivent, attention. C'est à quelle heure la conférence? Bon, on fera un petit examen après. Et donc, comme vous connaissez certainement la pharynxis, qui est mieux connue sous le nom de Lucie, qui tourne autour de 4 millions d'années, et qui a ce petit crâne là, qui n'est pas un primate, et qui n'est pas humain non plus. Donc on peut dire qu'il y a eu plusieurs tentatives de quitter la forêt, dont certaines ont abouti, c'est nous, et dont certaines ont vécu pendant un certain temps, mais ont disparu. On ne peut pas dire, on ne peut jamais plus penser que les australopithèques soient à l'origine de l'homme. Il y a des caractéristiques d'hominidés beaucoup plus anciennes que les australopithèques, et les australopithèques vivent encore très longtemps après l'apparition de l'homme. Mais chez tous les grands primates bipèdes, dont celui-ci, on voit apparaître l'outil. Donc voilà une des traces matérielles qui intrigue Madame Staquet, et qui consiste en une série de gestes conçus, agencés, et qui témoignent d'une réflexion. D'abord le choix du galet qui doit être lourd, dur, une roche dure, et puis surtout la préparation par deux séries dans les dents, des éclats sur un côté, puis vous ne pouvez pas le voir mais sur l'autre face également, donc qui donne un tranchant à un galet lourd. Donc il peut être pris facilement, du fait qu'il soit rond, comme tous les galets, mais en même temps il est beaucoup plus tranchant que l'ongle, par exemple. Donc c'est ce qu'on appelle un phénomène démiurgique. Attention, c'est un grand mot, c'est-à-dire que ça va contre la création naturelle de l'homme. On parle aussi d'extrasomatique, extérieur à l'anatomie. Et ça, c'est déjà la preuve d'une pensée symbolique, puisque des objets comme ceci sont trouvés par milliers. Ils sont toujours les mêmes, ils servent toujours à la même chose. À découper du bois, par exemple, à écorcer, et on peut dire que l'homme, sans la pensée, n'aurait pas pu réaliser ces objets en dehors de son anatomie, et s'il n'avait pas pu le faire, il n'aurait pas pu subsister dans des milieux ouverts, puisque désormais il vit dans la savane et non dans la forêt, comme tous les autres primates le font. Donc mon idée, ma théorie même, c'est que cette pensée existait avant la sortie de la forêt, sans quoi tous les primates auraient été mangés, dévorés par les fauves, qui s'attaquent toujours aux primates aujourd'hui dès qu'ils tombent de l'arbre, quoi. Dès qu'ils s'aventurent dans les espaces découverts. Donc il fallait qu'ils aient pensé avant.
simplement pas subsister. Est-ce que ça marche? Ouais. Alors voilà, bon, je vous ai résumé là, dans le coin supérieur gauche, l'évolution de cette capacité crânienne, qui était extraordinaire. Vous voyez, avec l'homme moderne à la fin, les erectus au milieu, puis les formes de synanthrope, là, au début. Là, on est dans la lignée humaine. C'est extrêmement intéressant parce que, comme vous voyez, la mandibule, donc, ici, la partie antérieure des dents, recule. Elle recule parce que les mains réalisent l'essentiel des actions. Donc, on n'a plus besoin de ce prognatisme comme un chien, hein, par exemple, pour déchirer, pour découper, et c'est transféré aux mains, cette fonction. Donc, la mandibule a tendance à reculer. Et ainsi, la masse d'os récupérée va s'enrouler au sommet du crâne dans cette forme sphérique. J'insiste sur ce fait parce qu'il n'est plus question aujourd'hui de comparer la masse cérébrale avec l'intelligence. Sinon, une baleine ou un éléphant serait beaucoup plus malin et une souris vraiment très belle. Ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est simplement ce qu'on appelle un processus rétroactif entre l'anatomie, le squelette anatomique qui se développe, donc c'est mécanique, quoi, et le cerveau qui a plus de place, c'est entendu, mais le crâne peut être à moitié vide ou même aux trois quarts plein, ça n'a aucun rapport. Alors j'ai pris ce petit exemple-là, à nouveau pour provoquer Madame Staquet, et vous montrer que les calottes crâniennes, comme celle-ci, sont fréquentes dès le paléolithique inférieur, donc plus d'un million d'années. Ce sont des calottes crâniennes humaines, comme vous voyez, et préservées telles quelles, et seules. Donc voilà un acte manifestement religieux, en tous les cas qui correspond à des considérations métaphysiques ou mythologiques, que de conserver le crâne d'un être humain vivant et conserver que le crâne. Et vous savez tous que dans toute civilisation, dans les bustes reliquaires, par exemple, du Moyen-Âge, ce sont les crânes qui incarnent la personnalité. Même lorsqu'on récolte des vestiges animaux, on va récolter le crâne qui contient la force, l'intelligence de l'animal. Alors, il peut s'agir de respect d'un défunt, il peut aussi s'agir d'une crainte d'ennemi qui serait mort, mais en tous les cas, ces crânes sont préservés comme à peu près dans toutes les civilisations amérindiennes ou africaines. On conserve, en Indonésie aussi, on conserve les crânes parce qu'on y place la source de la vie, la source de l'intelligence, donc la source de la personnalité, qui est ainsi perpétuée, conservée, sous forme de crâne, de calotte crânienne plus exactement, le crâne est plus grand. Dac. Il faut suivre, hein. On va à une autre invention proprement humaine, mais alors là, très démiurgique. Donc démiurgique. Qui m'a donc cela? Est-ce qu'on parle wallon à Mons? La même qu'Ariège? Mais vous n'avez pas la même heure, apparemment. Voilà, le feu, donc, la maîtrise du feu, d'abord sa fabrication, son entretien, son utilisation sous différentes formes, là est proprement humaine, puisque on peut dire que seuls les humains, c'est presque vrai, mais pas tout à fait, les humains savent l'utiliser. Le feu, évidemment, c'est la grande tragédie de l'homme, hein. C'est là où on transforme la matière, on va éclairer pendant la nuit, et donc c'est le propre aussi de milliers de rituels partout sur la terre, même dans la religion chrétienne, dans la Genèse par exemple, puisque ça défie la nature, pas seulement l'homme, mais la nature. Là, on est en pleine démiurgie. C'est évidemment quelque chose d'impossible pour un autre primate,
Et c'eût été impossible aussi pour l'anatomie de l'homme préhistorique, paléolithique, le plus ancien, et pourtant ce fut créé. Donc là, c'est un combat contre le statut naturel du primate qui était devenu un homme. Vous voyez, il y a des traces comme ça. Hein, là, ce Terra Amata, c'est vers 450 000 ans au sud de la France, et mais dans tous les rituels aujourd'hui, il y a encore, bien entendu, la présence du feu à titre magique, de lutte contre le froid, de lutte contre l'obscurité, de lutte contre l'animal, parce que l'animal craint le feu. Les idées liturgiques, comprenez bien qu'il s'agit de ce que Dieu, entre guillemets, la force primordiale qu'il aurait fabriquée, n'a pas voulu. Et l'homme, depuis qu'il est homme, ne fait que le contredire. Il va contre la nature. Je vous montrais tout à l'heure des galettes aménagées, les conservations des calottes crâniennes. Ici, le feu est encore plus extraordinaire, puisqu'il maîtrise le comportement de l'animal. Et bien sûr, offre à l'homme des séries de possibilités de transformation des matériaux. Ça va? Ça ne va pas. Il dit que l'homme, avec le crâne, on peut dire que c'était un homme intelligent, comme vous dites, mais comment le mental on peut... Et si on a récolté cette partie-là du corps exclusivement, ça signifie qu'il y avait un symbolisme qui tournait autour de la valeur de la calotte crânienne. Ah, c'est une valeur quelconque. Ah oui, elle a une valeur en tout cas mythique. Elle n'est pas quelconque parce qu'elle est propre à l'être humain, que l'on retrouve partout et toujours. Donc ce n'est pas anodin, quoi, ce n'est pas aléatoire. Oui, ça n'a pas d'importance. Monsieur était tellement féru de connaissance qu'il n'a pas pu se contenir. Le biface que vous voyez là, vous connaissez sans doute, c'est un outil très typique du paléolithique inférieur, quelque chose comme 800 000 ans, 500 000 ans. Vous voyez, c'est une sculpture. J'ai comparé avec un des esclaves de Michel-Ange, où on voit bien l'intention du sculpteur, qui s'arrache, la figure s'arrache hors de la roche. On n'a rien à voir avec la roche elle-même, bien sûr. Eh bien, ces outils-là, qui sont sculptés, exactement comme celle de Michel-Ange, ils sont sculptés, ils donnent donc une valeur symbolique à la roche. Ces formes-là n'existent pas naturellement. Ce sont des créations de formes. Et en même temps, elles se libèrent totalement de la forme de la roche initiale, autant que l'esclave se libère de la forme du bloc de marbre. D'accord? Vous aussi? On est là pour rigoler. Hein. Voilà encore une preuve encore supplémentaire de ces valeurs symboliques. C'est qu'à Atapuerca, au milieu de l'Espagne, vers Burgos, on a trouvé une série de sépultures. Hein, vous le voyez là, un crâne apparaître, une mandibule. Et le seul outil, le seul artefact, le seul objet apporté par l'homme, paf, c'est un biface. C'est ce biface. C'est-à-dire coloré, très symétrique, très soigné, et qui n'a aucune fonction d'autre que d'accompagner le défunt. D'ailleurs, faire un biface n'a aucun sens, sinon symbolique, parce qu'on peut réaliser toutes les tâches techniques avec n'importe quel éclat. Donc on frappe sur une roche et voilà, on obtient comme outil. Alors que là, c'est une forme déterminée, toujours la même. C'est bien une valeur que l'on donne à la roche avant même qu'elle ne soit touchée. C'est l'idée qui précède cette modification. D'accord. Alors un autre aspect rituel, ce sont les cannibalismes, les traces de cannibalisme. Voilà un homme de Néandertal, nous sommes un peu plus récents là, entre 300 000 et 50 000.
Et vous voyez que le crâne de Krapina, qui est ici à droite, a été percuté, a été découpé, strié, et a été consommé. Vous voyez que le frontal au-dessus est noir de combustion. Et ainsi, on voit un peu l'inverse de la sépulture, la sélection d'êtres humains qui sont consommés. Il ne s'agit en rien d'une consommation alimentaire, puisque la faune était extrêmement riche et la chasse très efficace à cette époque. Mais vous savez aussi que le cannibalisme, l'anthropophagie existe dans de nombreuses régions du monde, et c'est un acte religieux dont il s'agit, puisqu'il s'agit de s'accaparer les vertus soit du défunt ou bien de l'ennemi vaincu. Il n'y a rien à voir avec une fonction alimentaire. Donc ceci apparaît au moins il y a une centaine de milliers d'années. Voilà, bon, quand je dis religieux, tout à l'heure, je force un peu le trait, puisque ce sont des rituels que vous voyez là. Donc l'acte, le rituel est celui qui renouvelle, qui réintroduit la métaphysique dans la vie quotidienne. Donc il y a une sorte de pensée, comme aujourd'hui, comme vous, comme moi, comme tout le monde, il y a une certaine pensée qui établit le rapport entre les individus que vous êtes et tout ce qui n'est pas nous, tout ce que nous ne comprenons pas. C'est ce qu'on appelle la métaphysique, tout simplement. Et ces métaphysiques sont, dans cette population-là, incarnées par la mythologie. Il n'y a pas de Dieu à l'époque. La mythologie, c'est donner des esprits aux choses, de manière à illustrer une histoire. Et là, c'est un rituel, c'est-à-dire une réactualisation de la fonction mythologique. Là, pas très enthousiaste. Voilà. Alors, pour provoquer un peu, puisque nous sommes dans la partie laïque de l'université de Mons, paraît-il, j'ai comparé, ici c'est le crâne de Monte Cecchio, dans le sud, enfin au milieu de l'Italie, et vous voyez que le trou occipital, qui est en fait pas plus grand que ça, sur le vivant, a été ouvert pour aller consommer le cerveau. On voit bien qu'il y a une intention de récupérer la conscience via la matière qu'il a produite. Et c'est exactement ce qui se passe dans les religions chrétiennes, les différentes religions, où on boit le sang du Christ, c'est le sang du Christ que l'on boit là, et on mange sa chair via le pain. Donc, les chrétiens sont, les autres, pas nous, sont des anthropophages, des miurges, puisqu'ils vont manger non seulement le corps et le sang dans l'autre, mais c'est le Christ, c'est le Dieu qui est ainsi consommé. On est arrivé vraiment au bout de l'action rituelle. Tac! Nicht bien, mais voilà, une technique intéressante au paléolithique moyen. Donc, l'homme de Néandertal, c'est le paléolithique moyen. C'est ce qu'on appelle les éclats de Valois. Le Valois, c'est un faubourg de Paris. Vous voyez peut-être dans les stations de métro, là, où on a trouvé pour la première fois ces objets. Et on les trouve absolument partout. Je reviens de Chine, là, j'en ai retrouvé là aussi. C'est-à-dire les éclats qui sont préparés sur le bloc. Ce n'est pas le bloc qui est sculpté, mais c'est l'éclat qui est mis en forme avant son détachement, avant qu'il ne soit détaché. Et on a retrouvé dans certains sites bien conservés, dans le Mail central, ici c'est Königshofen, on n'ose plus maintenant. Ce sont des manches faites non, terminé justement. Fait de résine durcie. Alors voilà la famille qui va m'offrir une bière tout à l'heure. Voilà, une autre chose intéressante, vous voyez, c'est toujours dans le monde des Néandertaliens, ce sont les fossiles qui sont ramenés. Les fossiles, on dit, ce sont des objets qui font image. À la mesure où on connaît évidemment l'animal vivant, qui le vit, ou la
coquilles ici, mais qui ont été bien sûr pétrifiées, donc ce n'est plus que de la pierre, ça n'a rien à voir avec l'être vivant, mais qui sont ramenés, sont choisis, sont sélectionnés pour leur étrangeté, probablement, et ils sont ramenés à l'habitat, durant le Néandertalien. Et ici, j'ai pris des feuilles, comme on dit, une feuille de pierre très, très fine, très légère, qui permettent de tracer à l'intérieur de l'Europe, dès une centaine de milliers d'années, des traditions culturelles régionales. Oui, donc on avait une sorte d'éducation qui était propre à telle ou telle région et qui transmettait telle forme d'outil plutôt que telle autre. Ce qu'on appelle le style. Un peu comme on verrait une fourchette du XVIe siècle, du XVIIIe et d'aujourd'hui. Enfin, c'est toujours les fourchettes qui produisent la fonction, mais le style a énormément changé. Et là, ce sont des styles régionaux qui montrent qu'il y avait des éducations différentes à travers l'Europe, dès une centaine de milliers d'années. Voilà des choses encore plus curieuses. Tiens, ce qui est curieux, c'est ce qui apparaît, qui n'apparaît pas sur l'écran. Ben voilà, ce sont des vestiges de bovidés, de capridés, ici, qui ont été découpés. Oui, le frontal est toujours là, il a été découpé ici, et les attaches des cornes sont toujours intactes. Donc on a pris ce qui était le plus dangereux, comme symboliquement, chez l'animal, le support de ses os, avec le frontal, il faut les garder, ses cornes, et on les a amassées dans une partie de l'habitat. Voilà ce qu'on pourrait appeler à nouveau une action sur l'animal via ses défenses, très symboliques, là aussi, puisque ce sont les parties de l'animal les plus dangereuses. Par la suite, vous savez, il y aura des images de ces animaux-là. Mais là, c'est comme on dirait un hyper-réalisme, puisque c'est l'animal lui-même qui est récolté. Voilà un autre exemple. Là, nous sommes à Kavzer, en Israël. Vous voyez, ce sont des bois de cerf qui sont disposés sur le défunt. Donc, il y a une sorte d'ambiguïté entre la vie et la mort de l'individu et le renouvellement des bois de cerf, qui, vous savez, croissent chaque année, toujours davantage, comme si cette aptitude était ainsi confiée au défunt. Et là, c'est encore plus curieux, ce Kevara, nous sommes en Israël aussi, une sépulture, donc un phénomène extrêmement important dans l'histoire de l'humanité, puisqu'on protège l'individu, donc là ça fait 80 000 ans, et on le sépare de la vie animale, quoi. Puisque l'animal est consommé, l'individu est enterré, il y a une fosse, cette protection par-dessus, donc on lui donne un destin après la mort. Vous voyez la mandibule, oui, espèce de U là, mais vous voyez, c'est pas, il y a une molaire de la partie supérieure de la mâchoire. Donc, ceci prouve que non seulement il y a eu la protection sépulcrale pour l'homme, mais aussi qu'elle s'est faite en deux temps. D'abord eu le défunt dans son entier, dans son ensemble, et puis on a réouvert la sépulture, on a retiré le crâne. Exactement comme on a vu tout à l'heure, des crânes qui étaient retrouvés, isolés, comme s'ils avaient fait l'objet d'un culte. Ici, on est certain qu'il y avait le crâne, qu'il y a eu le crâne, mais qu'il a été emporté. Sans doute pour faire l'objet d'un rituel particulier, lui aussi. Voilà, alors vous savez sans doute, vous savez sûrement, que toute cette belle histoire, qui en Europe dure au moins 1 million d'années, et pour l'ensemble de l'Afrique et de l'Asie, au moins 2 à 3 millions d'années, tout à coup, on peut dire, en tout cas en Europe, tout à coup tout change, avec cette nouvelle population. Vous devinez la forme du crâne avec un
un front très aplati, il y a peu de saillants ici mandibulaires, et on voit apparaître des outils tout à fait nouveaux, comme des sagaies en bois de serre, et des lames, des pendeloques, différentes formes d'outils comme ça. Et ça apparaît tout à coup en Europe. Donc vers 40 000 ans, entre 35 et 40 000 ans. Donc c'est vraiment une vague migratoire qui, pour moi, vient d'Asie centrale, où elle s'est formée lentement, donc à partir de quelque chose qui devait ressembler au néandertalien, mais beaucoup plus anciennement, de manière à accélérer les traits anatomiques propres à l'homme, et en même temps à apporter d'autres outils, faits cette fois-ci, horreur pour un néandertalien, faits à partir des ossements animaux, que vous voyez là, qui sont en quelque sorte retournés contre l'animal. Sacrilège, évidemment. On va saisir les défenses animales et on va les retourner contre lui lors de la chasse. Ensuite, il y a les pendeloques qui apparaissent, qui sont des définitions de soi-même, de son groupe d'appartenance, de son rang, de son clan, et qui n'existaient pas auparavant. Voilà toute une série d'éléments symboliques qui apparaissent avec l'art, bien sûr, avec cette nouvelle population, dont nous sommes le prolongement aujourd'hui. On n'a plus guère eu de transformation. Il y a quelquefois des transformations vraiment étonnantes, c'est que le maxillaire recule tellement qu'il va trop loin en arrière. Il a tendance alors à faire tomber la tête vers l'avant. C'est le cas en Extrême-Orient, par exemple. Alors, voilà, j'ai pris ce détail, entre guillemets, de la décoration corporelle, puisqu'elle est, dans les populations actuelles, un des déterminants pour se définir socialement, pour définir à quel groupe on appartient, quel rang social nous occupons, et ce sont même les mêmes pendeloques qui sont utilisées. Vous voyez les croches, les canines de cerf là-haut, les canines d'ours, et les coquilles fossiles qui sont perforées comme ça, que l'on retrouve un peu partout, mais surtout chez les Indiens d'Amérique du Nord, dont l'usage persiste, et là dont on peut connaître la signification. Donc c'est à travers des vestiges animaux qui sont sur la droite ici que la société se constitue. Si vous voulez, quand on étudie en anthropologie sociale, il y a les sociétés fonctionnent un peu en diabolo, vous voyez, deux cônes sur leur pointe. Le cône supérieur, c'est la mythologie, c'est la manière dont on conçoit les forces naturelles, et le cône inférieur, c'est la société, qui cherche à refléter la structure du monde supérieur. Ici, on a une idée seulement de ce que pouvait être la relation mythologique de l'homme avec ce qui n'était pas homme, avec l'univers. Voilà, alors surtout, vous le savez évidemment, l'art, ce qu'on appelle l'art, apparaît. Et c'est en toute l'Europe. Vous connaissez certainement la grotte Chauvet, dont vous avez l'exemple de deux lions. J'ai comparé ici à un tigre, enfin. Et qui montre qu'il y a des cortèges mythiques qui sont associés à une certaine culture. Ici, c'est le cas de l'Aurignaciens, une des cultures nombreuses du Paléolithique supérieur. Et on voit que le cortège n'est pas le même d'une culture à l'autre. Quand on passe à une autre tradition culturelle, ce sont d'autres animaux qui sont présentés. Ça montre bien que là encore, on a un reflet de la mythologie que se faisait cette population. En plus, vous voyez, c'est magnifique, hein, les deux lions là à droite. Il y a une recherche du volume, de la superposition, de la perspective, du détail, et ça date de 32, 33 000. Voilà, j'ai pris d'autres exemples ici, du tout début du Paléolithique supérieur. On trouve également des statuettes, des petites images comme celle-ci,
en ivoire, rigoureusement contemporaine des peintures qui sont là, à droite, au sud de la France, ici c'est le sud de l'Allemagne, et on voyait le mouvement, l'étagement des différents animaux, comme si on avait affaire soit à des moments différents, soit à une tête de troupeau dont le mouvement agite l'ensemble des fronts du troupeau. Extrêmement impressionnant, d'autant qu'on a affaire à des animaux gigantesques. La grotte est beaucoup plus haute, par exemple, que ce plafond-ci, et on voit des animaux beaucoup plus grande nature, que l'on découvre, c'est très impressionnant. Ce qu'on appelle d'ailleurs un arbre d'initiation, parce que pour y rentrer, il faut progresser très longuement dans le noir, puis on voit surgir tout à coup, à la lampe de torche, des figures comme ça animées. On parle d'initiation parce qu'il faut franchir ces étapes avant de découvrir les mythes qu'on est mis en condition. Voilà, alors plus tard dans le paléolithique, on s'approche beaucoup plus de la réalité. Vous connaissez sûrement, au moins de nom, la grotte d'Altamira, ici, qui reproduit la réalité plutôt que la rendre expressive. Pour moi, c'est déjà la fin du grand art paléolithique, enfin pas loin, on est à 14 000 ans. Il y aura des choses encore plus naturalistes, qui vont devenir baroques même. Mais ici, on voit qu'on est très naturaliste encore, avec les détails du pelage du bison, qui est rouge, là où le vent fléchit les poils, et puis qui est noir par-dessus. Altamira, vous ne pouvez pas le voir là maintenant, mais il y a un beau musée à côté. Voilà, alors parmi les éléments mythologiques, on voit souvent des personnages comme ceci, bouquetins ou bois, qui sont percés de traits, comme ici pour le bison. Et on a imaginé qu'il y avait une action magique d'emprise sur le gibier. C'est-à-dire qu'on représente, c'est le cas de dire représenter l'animal par son image, et on tire des traits comme ceci, comme si ça augmentait les chances, par la magie analogique, d'emprise sur le véritable bison. Dac, bou. Et voilà, ce qu'on trouve ici, c'est dans le fond de la grotte d'Altamira. On trouve un chasseur blessé qui a envoyé une sagaie dans la panse du bison, là, dont les entrailles s'épanchent. Marquer l'analogie entre le propulseur là, en forme d'oiseau et la tête d'oiseau du chaman. Je pense que c'est du chamanisme là. Le chamanisme consiste à entrer en contact avec les forces naturelles par une personne qui est déguisée en animal, de manière à être admise par ces forces. Et ce qui est curieux, c'est qu'on retrouve exactement les mêmes rituels ici, dans les corridas dominicales, où le symbolisme est extrêmement clair. C'est une force qu'on a volontairement entretenue comme forte, agressive, dangereuse, mais qui est mise à mort par l'homme. Par l'homme au nom de la communauté qui se trouve dans l'arène. Ces images sont très fréquentes dans la préhistoire. Voilà, également, donc je vous ai parlé d'initiation. J'ai pris un exemple chez les Pyrénées, ici, où ils doivent subir, à l'adolescent, la première adolescence, ils doivent subir une série d'épreuves, et ils sont tatoués pour cela, avant d'être amenés au mystère que détiennent la tribu, sur la création du monde, cosmogonie. Bien, on trouve des traces d'adolescents, ici, vous voyez, le long des parois, on voit peut-être mal, mais les parois sont teintes, là à gauche, et ce sont des pas de danse, comme on a vu dans la toute première image. Comme s'il s'agissait donc de gosses qui découvrent, d'adolescents, du moins qui découvrent la peinture rituelle et c'était l'autre conférence qui était en tapant les parois. Bon, ne faites pas rire tout le temps comme ça.
voilà, j'ai repris la danse du début, hein, qui est une participation à la collectivité, par le geste, le mouvement, le mouvement, car on retrouve des suggestions de gestes dansés, comme aussi dans des sculptures, des bas-reliefs paléolithiques, déhanchés. Voilà, on retrouve aussi, ceci c'est un masque actuel de chaman, qui porte des lanières animales et, comme vous voyez, des bois de cerf sur la tête, des bois de renne. Et il les porte, il portait jusqu'au communisme, maintenant ça recommence, il les porte afin de se transformer en quelque chose d'intermédiaire entre l'homme et la nature, entre l'homme et l'animal, pour entrer en transe et ainsi infléchir les forces naturelles au profit de l'homme. Se déguise en quelque sorte. Et là, c'est ce qu'on retrouve ici. Nous sommes un groupe de 3 frères, quelque part vers 14 000 ans, et on retrouve un petit bonhomme, hein, assez curieux, on voit ses pieds, mais qui est recouvert d'une toison, avec une queue animale et des bois de cervidés. Voilà, dans le domaine du chamanisme, aussi, on trouve le bâton qui est en haut, qui est magdalénien, il fait 13 000 ans, et on retrouve en dessous ici de Sibérie, une gravure du XVIIIe siècle, où le chaman qui bat tambour avec le même bâton que là-bas, est en pleine extase. Il a à nouveau ses bois de renne sur la tête, une dépouille d'ours sur le corps, et il procède à une extase chamanique durant laquelle il va entrer en contact avec les forces naturelles. J'ai déjà assisté à ces cérémonies, c'est extrêmement impressionnant. Rien que le battement de tambour, sans être chaman, moi-même, le rend un peu étourdi comme ça. Parce que ça peut durer plusieurs jours et nuit, je crois. Voilà, alors on retrouve donc là cet indien, c'est également les vœux qui sont envoyés dans l'espace. Nous sommes au sommet d'une perche par l'intermédiaire de l'oiseau. Cet oiseau se retrouve fréquemment dans les rituels chamaniques, aussi bien aux Amériques qu'en Sibérie. Et on le retrouve ici, c'est une découverte récente, dans l'Aurignacien, vers 34 000, de ces petites sculptures d'oiseaux, qui est assez fréquente en Sibérie, au Paléolithique. Voilà, alors l'essentiel de la religion, si on peut dire, paléolithique est rendu par l'art. Vous voyez que ce ne sont pas vraiment des reproductions, hein, les bouquetins là-bas ne sont pas complets, le cerf encore moins, hein, c'est un protomé de cerf, puis surtout, ils sont séparés par des signes. Des signes bizarres, là une sorte de quadrangulaire ici, là un rectangle, puis une série de points. Donc il y a un message qui soit passe par l'animal, donc l'image animale symbolisée, puisque ce n'est plus qu'un signe, ce n'est pas l'animal représenté là, et soit par des symboles abstraits qui sont ici. Donc il y a comme un langage qui s'entretient et qui se répète de fois en fois. Ce sont des clés de lecture que nous trouvons là, et on voit clairement qu'il y a une sémiologie, une organisation des signes entre ces différents animaux. Comme si le message passait par l'association de ces différents signes. Cette disposition est absolument fréquente dans l'art paléolithique. Oui, je pars, j'ai lâché le mot d'art parce que pour moi c'est aussi bien esthétique que significatif, quoi. Je suis certain que les artistes, comme les spectateurs paléolithiques, appréciaient l'image aussi par sa beauté, quoi, son aspect esthétique. Je n'ai pas de raison. Voilà, alors chez nous, en tout cas, tout se termine avec ce qu'on appelle l'Holocène, donc on va à partir de 10 000 ans à peu près, où la forêt envahit à nouveau le paysage. Donc la vie en steppe ouverte, avec la sagaie et les immenses paysages au troupeau, disparaît et l'arc prend de l'importance.
je ne dis pas qu'il n'existait pas avant, mais il est beaucoup mieux adapté à un couvert forestier, comme celui-ci, avec la biche, les cerfs, que dans une steppe. Et on a toute une série d'images mythologiques qui vont montrer que l'arc sert aussi pour tirer à travers les nuages, pour atteindre les divinités, pour porter les messages. Vous voyez Shiva qui porte son arc, des arcs qui ne sont pas du tout utilisables. Voilà, Shiva ici, dont le symbole est l'arc, c'est-à-dire le symbole de la vitesse, de la distance, de la précision, à nouveau démiurgique, comme un petit chasseur ici de Kobu dans le vent espagnol, qui porte son arc et sa flèche. Voilà, même le roi est encore symbolisé par la puissance de son arc. Là, une flèche mésolithique réelle, donc elle doit être autour du 8e millénaire avant notre ère. Et cet arc donc rentre dans toutes les légendes, aussi bien en Asie, en Afrique qu'en Europe, jusqu'en plein Moyen-Âge. Et oui, la couronne qu'il porte à le grand roi, c'est aussi un symbole solaire. C'est-à-dire que les rayons, les fleurons qui entourent sa couronne sont des matérialisations des rayons solaires. Un peu comme si, en toute simplicité, le roi se comparait au soleil. Remarquez que les rois actuels ne sont pas plus dans pour ça. Voilà, alors je rapproche aussi de l'Ancien Testament, parce que c'est exactement ce qui se passe dans la Genèse. Lorsque Adam et Ève quittent le paradis terrestre, quittent la nature sauvage, qu'ils vont domestiquer au nom du Dieu. Là, on peut parler de Dieu, puisque les forces supérieures ne sont pas la nature en général, mais c'est un personnage, Dieu, à l'image de l'homme. Donc, c'est à ce moment-là, vers 10 000 à peu près, au Proche-Orient, que les hommes sont mis à cultiver la terre, à élever des animaux, et donc se sont mis encore plus à la place des dieux, puisqu'ils créaient les espèces elles-mêmes, ils créaient la vie, animale ou végétale. Et cet passage de la Genèse, je l'ai illustré par Bruegel, était exactement ce que l'on trouve en préhistoire ancienne, préhistoire récente, mais phase ancienne de la Genèse. Lorsque les hommes constatent qu'ils sont nus, vous savez, et qu'ils sont face à la sauvagerie animale. Alors j'ai pris ce petit exemple ici pour montrer que c'est un cas universel. Nous sommes chez le Navajo, dans le sud-ouest américain, où avec le maïs, avec la première farine de maïs du printemps, nous vont jeter l'ensemble de la farine au vent pour remercier les divinités qui ont permis la récolte. Voilà. Et parmi les nouveautés de ce néolithique se trouve l'eau, parce que l'eau, comme la terre, devient fertile, donc rend la terre fertile, et elle est honorée par des courants spirales, comme ici, comme le coquillage, la Vénus de Botticelli, qui sort de l'eau, et qui est un signe de régénérescence. Aussi bien la dame, évidemment, que la coquille, d'où elle sort. Et la spirale, la céramique elle-même, le vase lui-même, qui n'existait pas auparavant, viennent compléter cette symbolique de la procréation grâce à l'eau. Alors on voit apparaître à nouveau de nouveaux symboles extrêmement intéressants. Oui, d'abord, c'est une figure humaine, ce qui n'existait pas auparavant. C'est une figure féminine. Une figure féminine qui maîtrise, vous voyez, de chaque côté des lions, des félidés, je pense aux panthères, et qui a tous les attributs de la maternité reproductrice. Les hanches, les seins,
le ventre, et certains interprètent même la petite figure entre les deux jambes là, comme un nouveau-né, comme si elle était en train d'accoucher. Tout le symbolisme est là. La femme procréatrice et qui maintient les animaux sauvages les plus dangereux, qui est maîtresse de sa vie. Ceci date du 7e millénaire en Turquie. Voilà, donc on retrouve la culte des crânes. Donc voilà celui qui est mésolithique ici, 7e millénaire, et celui qui est toujours en action, là, en Indonésie. Vous voyez, voilà un universel, à nouveau. Là aussi, on récolte le crâne, et rien que le crâne, on restitue le regard avec des coquilles, et on repeint le tout, et on y met même les tatouages que l'homme portait de son vivant. Le tatouage qui est aussi universel, c'est-à-dire qui est une blessure anatomique, mais à vocation culturelle, qui est intermédiaire entre culture et nature. Tac. Wow. Voilà, chose très intéressante. Ce sont les premières sculptures, si on peut dire, ce sont des crânes eux-mêmes, nous sommes en Jordanie, qui sont surmodelés avec de l'argile ou avec du plâtre. Et donc on a restitué les traits du vivant dans cette matière molle qui s'est durcie. On trouve aussi des masques, extrêmement importants aussi. Les masques peuvent être portés, ils ont la forme du visage, ils sont creux. Et c'est comme si le masque incarnait une divinité ou une force naturelle, comme chez les Indiens actuels de la côte nord-ouest, de la Colombie-Britannique. Et le masque donc peut être détaché d'un danseur à un autre. Mais chaque fois, il porte la même valeur, la même force que la divinité qu'elle représente. Voilà, un autre aspect très intéressant, c'est qu'on voit apparaître des aigles. On a vu des animaux très dangereux, comme la panthère tout à l'heure, où il y a également des aigles, représentés tels quels là au-dessus, ou bien peints sur les murs, et ils coupent les têtes, oui, comme les harpies grecques. Ils emportent les têtes des défunts. Donc, on voit que les animaux représentés basculent dans la gamme des dangereux, comme le félidé, le serpent, le rapace, et qui deviennent des ennemis. À ce moment-là, l'homme est ennemi de l'animal, soit parce qu'il le procrée lui-même par l'élevage, soit parce qu'il le combat, ici, dans la corrida qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, on a retrouvé récemment, enfin une dizaine d'années, des temples gigantesques comme ceci, de forme circulaire, avec des chapiteaux. Et sur le chapiteau, on voit apparaître à nouveau des félins, en faible relief, comme ça, sur le linteau du chapiteau. Le temple, c'est gigantesque, ça fait 15 mètres de longueur, c'est du 10e millénaire. Et ça montre bien qu'il y a une propriété territoriale qui est manifestée, matérialisée par cette architecture. Retrouvée quasi intacte, parce qu'il y a eu un comblement systématique des ruines, comme si on voulait détruire la force du temple. Voilà également ces haches colliers. Ce ne sont pas des haches utilitaires, elles sont beaucoup trop longues, beaucoup trop fragiles, trop fines. Les roches sont lointaines. Ce sont des haches qui accompagnent les défunts. Et ici, c'est une petite comparaison avec la Papouasie, où la hache est enchâssée, ici dans une enveloppe, qui porte des plumes également, et dont l'âme, on voit un petit trou tout au-dessus là, l'âme respire par la perforation qui se trouve là. Et on place ces haches polies, de dimension gigantesque, sous le lit. Là, il y a une symbolique différente, puisque l'hache évidemment est un outil, mais aussi une arme, et elle est réduite à un symbole de puissance, bien sûr, par des objets qui n'ont plus aucune utilité, qui n'ont si peu d'utilité que leur tranchant
est intacte et que l'origine est très lointaine. Voilà, on voit aussi apparaître là dans le néolithique, ici dans la Grèce hellénistique, la chouette Athéna, qui incarne la sagesse, la lucidité, et on voit apparaître ces doubles traits, ces doubles cercles, dans les poteries du néolithique du 5e millénaire. Donc, c'est intéressant parce que dans le cas de la mythologie grecque, on peut connaître le contexte, son explication, mais dans le cas de la préhistoire, on peut en tracer l'évolution, l'apparition, et puis l'évolution jusqu'aux formes symboliques actuelles, j'allais dire, pour un préhistorien. Voilà, on voit bien la chouette, puisqu'elle voit la nuit, elle a de grands yeux, elle perce par son regard, et on la retrouve sur des poteries comme ceci, du 5e millénaire, exactement sur la même forme. On voit toute une gamme de symboles qui apparaissent avec les néolithiques et qui sont relatives à l'humanité, qui vainc l'animal, qui est lucide comme Athéna. Voilà, également, on trouve des statuettes, ceci donc préhistoriques, des statuettes qui portent des symboles en spirale, comme par hasard. On voit la spirale qui évoque le mouvement d'eau, et que l'on retrouve également ici chez les pygmées. Ce sont des sortes de scarifications colorées que les jeunes filles nubiles peuvent porter. Elles rentrent dans la communauté des adultes. Voilà, alors j'ai pris une petite comparaison, parce que nous sommes ici, entre la croix chrétienne, qui évidemment, on représente le calvaire, on a la petite tête du Christ là-dessus, et des formes beaucoup plus anciennes, ici de l'Angel, le 5e millénaire, où déjà la forme était annoncée, la forme de la croix, comme un schéma de la crucifixion historique. Voilà, à partir du moment où il y a des temples, l'espace est conquis, et cet espace, comme vous voyez dans les différentes couleurs, là, le rose, le jaune, va traverser les forêts, dont ils vont se servir pour faire les bâtiments, ici les maisons, en élaguant les arbres, ici, puis en utilisant leurs poutres, et la glaise pour faire les parois. Donc, par le temple, qui est une découpe dans la nature, on a l'impression qu'à partir de là, il y a une conquête géographique perpétuelle, jusqu'à chez nous. Et par conséquent, le monde des chasseurs, là, qui restait dans les forêts, disparaît. Nous avons fouillé sur la place Saint-Lambert, là, à Liège, dans une des extensions les plus occidentales, avec une des dates calibrées de 5350 avant notre ère. Donc en quelques centaines d'années, toute l'Europe continentale était colonisée par les agriculteurs, qui avaient besoin de toujours plus de terre. Oui, alors j'ai pris une petite comparaison avec la découverte de l'Amérique par Colomb. Et le premier geste qu'ils font pour sacraliser la nouvelle terre, c'est planter la croix chrétienne. Donc pour faire basculer ce qui est inconnu, voire dangereux, du côté du connu, du maîtrisé par la croix. Et c'est ainsi que les villages peuvent s'installer. Ils consacrent une certaine surface dans la nature sauvage et y installent leur habitation. Voilà, vous savez certainement que la préhistoire se termine par les mouvements mégalithiques, qui est une relation entre les cieux et la terre, avec cette lumière rasante qui vient frapper la pierre glacée, et qui établit comme un arbre, comme une échelle, la relation entre les cieux et le sol.
Je vous ai montré quelques autres exemples, il y en a à peu près partout sur la Terre. C'est ce qu'on appelle les arbres sacrés, ou l'échelle qui permet d'arriver au cosmos. Et là, nous sommes vraiment au bout d'expansion néolithique, puisque, comme vous le savez, nous sommes surtout en Bretagne ou en Grande-Bretagne, là où, après, il n'y a plus que l'océan, qui n'a pas pu être traversé à ce moment-là. Voilà, j'ai pris également la force du soleil, que vous voyez là, qui met en valeur les grands menhirs que vous voyez tout autour. C'est un cercle de menhirs, en fait, et qui joue avec l'ombre créée par le soleil derrière les pierres dressées. Un peu comme, ici dans une mosaïque chrétienne, les rayons du soleil mettent en valeur, sacralisent le couple chrétien. L'utilisation, la récupération des forces solaires est exactement la même dans les deux cas. Voilà, c'est comme ça qu'on peut trouver des Stonehenge, par exemple, qui est du 5e millénaire, un bâtiment gigantesque en pierre dressée, orienté sur le solstice, et lorsque le soleil va recommencer à descendre, il y a des incantations qui se faisaient là pour le faire revenir. Et la structure des villages médiévaux, comme celui-là, a gardé la structure circulaire. Vous voyez, l'église, elle, est orientée strictement est-ouest, donc vers l'Orient, et tandis que les structures tout autour sont comme un Stonehenge circulaire et concentrique. Eh bien, je crois que je vais devoir m'arrêter là, avec toutes mes excuses. Voilà, si vous avez des questions. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires. Vous avez dit l'homme moderne, 45 000 ans, venant d'Asie, mais quand même venant d'Afrique. Qu'est-ce qui vous êtes? Mais j'avais le sentiment d'avoir toujours lu que Sapiens Sapiens, la deuxième, ce mouvement-là venait à nouveau. Je vous en prie. Ça, c'est l'idéologie pure. Il faut que ça vienne d'Afrique. Parce qu'on a besoin d'argent et que les revues scientifiques les plus prestigieuses demandent de l'argent et puis il faut que ce soit dans la ligne. Mais du point de vue archéologique, en tout cas, il n'y a absolument aucun rapport entre. Non, mais ça va, entre l'archéologie africaine, bon, l'esquelette n'a rien à voir avec lui. Non, mais il faut dire aussi, comme j'avais commencé tout au début, là, il ne faut pas oublier que la formation de toute modernité est un processus. Hein, que dès qu'on se met debout, on a tendance à devenir moderne. D'où qu'on vienne, quand que ce soit, où qu'on soit, bon, on a une tendance. Donc cette tendance peut être africaine, certainement liée à une modernisation des populations en Afrique, peut-être même plusieurs centres. Et ça, c'est de l'anatomie, ça n'a rien à voir avec la culture. Je vous parle de l'histoire au sens culturel. Et en Chine, il y a exactement le même phénomène. Je dis, j'en reviens, c'est tout à fait indépendant de l'Afrique, bien entendu. Il y a un redressement et les pithecanthropes, les synanthropes chinois, qui font 2 millions d'années tout de même, donnent les Chinois actuels. C'est quand même bien les hommes modernes, quoi. Donc, non, ça c'est une plaisante. Et puis ça devient un dogme, c'est extrêmement vicieux. Comme d'ailleurs vous le témoignez pour l'instant. On m'a dit que j'avais toujours cru. Ben non, il faut voir les choses de près, quoi. Et d'ailleurs, il y a un argument tout simple, c'est qu'entre l'Afrique et l'Europe, figurez-vous, il y a une grande mer, là, hein, qui est quand même gênant,
Tandis qu'entre l'Asie et l'Europe, il n'y a que des steppes. Pour des peuples chasseurs, nomades, c'est parfait, c'est idéal. Donc c'était le même territoire. Et en fait, l'Europe, on risque de blesser notre fierté. L'Europe n'est qu'un petit appendice, cul-de-sac de l'Asie, quoi, qui est gigantesque. Et tandis que pour arriver de l'Afrique à l'Europe, il faut franchir pas mal de difficultés. Soit traverser la mer, soit traverser l'Anatolie. J'ai travaillé beaucoup en Anatolie, je n'ai jamais trouvé. Non, j'insiste sur le processus de modernisation. Toute l'humanité tend vers la modernité. Encore aujourd'hui, si on prend les mensurations des conscrits au XIXe siècle et ceux d'aujourd'hui, au même âge, là, ils montent énormément. La longueur de la vie, la durée de la vie, etc. Donc le processus anatomique continue toujours aujourd'hui, partout sur la Terre. Il ne faut pas croire à cette... Pour chercher de l'argent qu'on fait croire ça. Sinon on n'a pas les sous pour une recherche, ou les jeunes n'ont pas de poste, ils disent le contraire. C'est comme ça. C'est les mêmes personnes évidemment qui décident si on peut publier dans Science ou dans Nature, et qui décident d'attribuer des bourses, le cercle vicieux. Enfin, c'est mon point de vue. Mais tous les collègues, dont mon copain, tout ça, le savent très bien. Moi, d'accord. Et ça voudrait dire qu'à ce moment-là, que les Noirs d'Afrique viendraient de populations sinistres différentes que les jaunes ou que nous. Attendez, je donne le micro parce que... Oh, non, bien. Ça fait un peu d'exercice. Non, il n'y a qu'une seule origine de l'homme, ça c'est certain. Parce qu'il n'est pas possible d'avoir des êtres qui se reproduisent comme ça entre eux. L'aborigène d'Australie et une jeune esquimaude feront des enfants. Donc c'est vraiment la même espèce. Et il est impossible qu'il y ait deux origines de l'humanité. Ça, c'est l'humanité. Ce n'est pas le moderne. Le moderne, ça fait 40 000 ans. L'humanité, elle fait 3 millions au moins 3 millions d'années. Donc elle peut se passer en Afrique. Pourquoi pas? Je connais... Bon, pourquoi pas? Mais j'en suis... Elle peut se passer en Chine tout aussi bien. On a aussi des fossiles aussi anciens. Mais ce qui se passe en Afrique, c'est assez curieux, mais ça s'explique par la géographie de l'Afrique qui s'ouvre, une grande faille qui traverse l'Afrique orientale, et elle contient beaucoup de sédiments qui eux-mêmes contiennent des fossiles, quoi. Donc comme ça elle s'est ouverte en basculant, on retrouve les objets en surface, quoi. Donc la recherche est beaucoup plus menée, on a bien davantage menée en Afrique. Et puis il y a une concurrence politique assez stupide, c'est que l'Occident veut l'Afrique, et les Chinois veulent l'Asie. Ouais, c'est aussi bête que ça, quoi. Mais moi je ne dis pas non plus que c'est la Chine, je dis que pour moi je pense que c'est l'Asie centrale, quelque part en Ouzbékistan, en Iran, que tout ça s'est développé puis s'est diffusé par chez nous. Donc il peut y avoir plusieurs modèles. Mais les Chinois ont de bonnes raisons. Ils ont des primates évolués aussi anciens qu'en Afrique. Ils ont de bonnes raisons. Les africanistes aussi. Mais là, il s'agit de l'espèce. Mais que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a qu'un seul endroit où une espèce a pu apparaître et se développer. Mais l'homme moderne n'est pas une espèce différente, quoi. Excusez-moi, j'ai l'impression d'encore comprendre moins. Vous avez expliqué, on n'a pas du tout le schéma dont on parlait il y a 40 ans, le schéma, on va aller presque de manière linéaire jusqu'au sommet, c'est-à-dire nous, actuellement, venant de l'Australopithèque, etc., etc.
vous avez rappelé que ça pouvait être buissonnant, qu'il pouvait y avoir des espèces qui avaient disparu, etc. Mais quand vous dites l'humanité, vous parlez de nous, ce qu'on appelait sapiens sapiens, ou vous parlez de quelque chose de beaucoup plus vaste? Tous les humains. Néandertal aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Néandertal, c'est vraiment très proche. Hein. Il est mort il y a 50 000 ans. C'est rien par rapport aux millions d'années d'évolution. Hein. Donc pour vous, Néandertal et nous, c'est la même espèce. Oui. Parlons d'un doute. Parlons d'un doute. Mais aussi l'Homo erectus auparavant, le Sinanthrope, le Pictothrope. Oui, c'est la même espèce. Oui. Quand vous voyez les ministres à la télévision, vous voyez bien que quelquefois ils ont une petite allure néandertalienne. Tant ils se reproduisent, et là, avec des modernes. D'autres questions? Dans les vues que vous avez montrées, on n'a pas vu de mains. Quand elles sont apparues et comment? Mais les mains, c'est vraiment l'image la plus universelle. Hein. Ça, en fait, c'est pas une image. Vous savez, on pose la main sur la paroi, on crache, on souffle la peinture autour et on retire la main, il y a une image. Mais ce n'est pas peint, comme le disons les animaux que vous avez montrés là. Et donc ça apparaît même au Moyen-Âge, encore poser la main à l'entrée des églises de pèlerinage. Oui, c'est sa signature, c'est exactement la même chose. Il y a en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, il y a un trait de ça. C'est une relation directe entre la nature représentée par la roche et la sensation que ressent la main. C'est un contact physique, quoi, qui est comme ça. Dès qu'on retire la main, si on vient jeter la peinture, est perpétué. Le contact est perpétué par la cause de la main et par la peinture qu'on souffle autour. Mais donc, si vous me demandez quand ça apparaît, oui, c'est au Gravessia, on a surtout de 28 000. Mais ça réapparaît à peu près tout le temps. Hein. Dans les villages du Maghreb, aujourd'hui, il y a encore la main de Fatma, imposée un peu partout. Rien n'est plus naturel, si j'ose dire, que de poser la main pour se trouver imprégné de la paroi où elle se trouve. Ça peut être une maison, un temple, une église, une mosquée, et on y laisse sa trace, quoi. Un peu comme aujourd'hui, on laisse sa signature au sommet d'une montagne pour montrer qu'on y est arrivé, quoi. Mais ce ne sont pas des images, hein. On n'a pas jamais peint de main. Non, ce serait une bonne question, ça. Mais non. Il y a des mains d'enfants, de femmes, d'hommes. On peut les reconnaître, une morphologie différente. Oui, parce que je vois où vous voulez en venir. Si c'était toujours le même côté, quoi, c'est que l'autre était droitière. Mais je ne pense pas avoir jamais observé ça. D'autres questions ou commentaires? Toutes les représentations qu'on a vues, c'était toujours du monde animal. Quand est-ce que les représentations, sauf à la fin avec l'arbre, les représentations végétales ont commencé? Non, là, merci. C'était une course. Non, les végétaux sont extrêmement rares et extrêmement tardifs. Au cours du calcolithique, par là, plutôt au titre décoratif, pour remplir le décor d'un vase, par exemple. Oui. Mais si vous y réfléchissez un peu comme un philosophe, le contact avec la nature se fait beaucoup plus naturellement via l'animal. Parce que l'animal est très proche de nous. Dans son comportement, il y a aussi la chaleur, il y a aussi du sang qui coule, comme nous.
sa manière de vivre est beaucoup plus proche de la nôtre, donc il est plus facile de lui donner un sens mythique qu'à une fleur ou à une plante. Donc c'est bien l'image de l'animal qui est représentée. Jamais l'image de l'homme, hein, sauf quand il ne franchit pas de l'agriculture, lui se donne un destin soi-même, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Et vous savez, dans les religions amérindiennes, par exemple, on ne distingue pas ce qui est nature de ce qui est culture. Avant de prendre une règle, de cueillir une herbe, un Indien va faire une prière à la nature pour lui donner le droit d'échanger la force de l'herbe contre sa propre force. Sans parler de tous les interdits autour des animaux, on ne tue pas n'importe quel animal, n'importe quand, on choisit l'individu et on sait dans la société quel individu va le chasser. Il a le droit. C'est une manière de hiérarchiser la société, quoi. On ne tire pas au hasard comme ça. En tout cas pas les dinosaures. Hein. Comment est-ce que vous expliquez que l'image de l'homme apparaisse aussi tard? Bien parce que toute image, toute représentation porte une puissance. Et cette puissance ne peut pas être accessible à d'autres hommes sur soi-même, quoi. Donc la puissance de l'image doit représenter la nature sur laquelle on peut agir. Tandis que l'homme, si on le représentait, serait aussi vulnérable que l'animal. Et c'est seulement lorsque l'homme s'est décidé, pour son malheur à mon avis, à basculer du côté de l'agriculture et à créer des animaux en captivité, qu'il s'est représenté parce qu'il considérait qu'il était l'égal des dieux. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il a donné l'image des dieux, l'image humaine aux dieux, quoi. D'ailleurs, étymologiquement, religion signifie relation non pas entre les hommes, mais relation entre les hommes et les dieux. Donc on a inventé ce concept au XVIe siècle parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres religions que la chrétienne, quoi. Et donc cette relation aux dieux, si on voulait parler sensu stricto, n'existe pas dans tout le paléolithique, dans toute la préhistoire, puisque ce sont les forces naturelles qu'on vient de contrôler. Et donc l'homme, un peu comme dans le bouddhisme encore, l'homme fait partie de la nature, quoi. Et pour moi, c'est une grave erreur d'être passé au néolithique, on n'aurait pas tous les ennuis actuels. On ne mangerait que ce qui est nécessaire, quoi. Et vous savez que les populations de chasseurs-cueilleurs actuelles vivent, il y a peut-être 1% au maximum de protéines animales dans leur alimentation. Tout est végétal, quoi. Végétal au sens large, parce qu'il y a des mollusques, des choses pareilles. On dit chasseurs-cueilleurs, mais en fait, ils ne vivent pas de chasse. Dans les populations actuelles, quoi. Ils respectent trop la nature parce qu'ils savent qu'ils en font partie, quoi. Et s'il avait de trop, le troupeau disparaîtrait. Le troupeau sauvage, qui savent parfaitement bien le contrôler. Sinon, on n'aurait pas vécu pendant ces millions d'années-là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Tout à fait. D'autres questions? N'hésitez pas. Est-ce que vous avez bon espoir de découvrir le berceau de l'humanité grâce à l'ADN, par exemple? Non. Voilà. J'ai à peu près tout lu, j'allais au colloque. Non, c'est vraiment les ébrouffes, ça. Parce que ce que l'on trouve dans l'ADN mitochondrial, hein, ce n'est déjà pas nucléaire, est extrêmement limité par rapport à l'ensemble du gène. Vous voyez, moi je crois beaucoup à la biologie moléculaire, il serait stupide de ne pas y croire, mais sur les populations vivantes, là on a tout le gène.
peut-être quelques siècles, mais remonter pendant des milliers d'années, ça c'est vraiment les éponges. Hein. Ça c'est pour trouver des sous. Et que la proportion est tellement faible par rapport à l'ensemble, ça n'a pas de sens, quoi. Et puis un jour il dit tiens, Néandertal est une autre espèce, et puis l'année suivante il publie ah non, finalement c'est la même. Enfin bon, n'importe quel archéologue vous dit voilà, ça c'est humain. On n'a pas besoin d'ADN pour ça. On voit une sépulture, bon, elle fait 100 000 ans, mais c'est quand même humain, quoi. On voit mal les cochons faire un petit trou pour enterrer leur grand-père. Ou préserver les crânes des ancêtres morts. Fabriquer des bifaces. C'est ça, c'est l'esprit, voilà, qui est là. Je ne dis pas que le monde animal est dénué d'esprit, hein, attention, sûrement pas. Hein, il suffit d'avoir un chien ou un chat, vous voyez bien qu'il vous aime bien, qu'il vous obéit, etc. Mais c'est un esprit radicalement différent, avec des codes très différents. Ils ont certainement un message, un langage entre eux, mais qui n'a rien à voir avec nous. Bon, je n'ai parlé que de l'humanité parce que, bon, c'est ma spécialité, mais un éthologue, hein, ceux qui disent le comportement animal, vous en direz certainement autant pour tous les animaux, quoi. Une solidarité animale, sinon on ne pourrait pas survivre. Il y a certainement une conscience animale. Mais bon, ça fait davantage recette quand on parle de soi-même, très humblement, des hommes, que quand on parle de ce stupide animal. Finalement, on est grave erreur. Moi, j'ai des lapins, j'ai beaucoup de lapins, ils me reconnaissent, surtout que je leur apporte à manger. Voilà. Alors, est-ce qu'on ne m'a pas promis une bière? S'il n'y a plus de questions, absolument, je remercie beaucoup Marcelo pour son exposé. Alors, la prochaine conférence de ce cycle sera celle de Laurence Burnet, la note sur la vie au néolithique. Ce sera le 8 décembre. Par ailleurs, on a une conférence ce jeudi d'histoire de la médecine. Attention, on a changé la conférence. Madame Monique de Rode, qui devait nous parler de l'histoire de l'anesthésie, est souffrante. Et ce sera à sa place Raphaël de Bruyne, qui va venir nous parler de l'histoire des hôpitaux et de la médecine au Moyen-Âge. Voilà, à jeudi ou à une autre conférence.